Monsieur le ministre, président du Grand Paris, fondateur et président d'honneur des villes impériales, cher Patrick Ollier. Monsieur le maire de Fontainebleau, président des villes impériales, cher Frédéric Valtou. Monsieur le président d'honneur du jury du prix littéraire Napoléon Ier, cher Jean Tullard. Monsieur le président du jury, cher Stéphane Bern. Excellences, messieurs les ambassadeurs, monsieur le sénateur, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires et élus de la marque Ville Impériale, Monseigneur, président de la Fondation Napoléon, cher Victor-André Masséna, prince d'Essling, duc de Rivoli, cher prince Christophe Murat, mesdames et messieurs les membres de la marque Ville Impériale, madame et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs les éditeurs, mesdames et messieurs les auteurs, messieurs les reconstitueurs, les chasseurs à cheval de la garde, mesdames et messieurs, chers consoeurs et confrères journalistes, chers amis. C'est avec plaisir et honneur que nous vous accueillons ce soir en ce lieu chargé d'histoire, dans ce décor splendide, 114 ans après sa création. C'est sur la colline de Chaillot et face au musée Guimet, inauguré 2 ans auparavant, que le prince Roland Bonaparte, descendant de Lucien et donc petit-neveu de Napoléon Ier, acquiert en 1891 ce vaste ensemble de quelques 3000 m² de terrain situé en bordure de Seine. Ce vaste projet de construction dure 4 ans. C'est à l'architecte Ernest Gentil qu'est confiée la réalisation de cet hôtel particulier dans lequel vous vous trouvez ce soir. Gentil d'ailleurs a notamment travaillé à la reconstruction du Louvre et des Tuileries en 1854. La façade de l'hôtel devant lequel vous êtes passé est inspirée, vous l'avez sans doute vu, par le style Louis XIV, en pierre de taille, d'une carrière française toujours en activité d'ailleurs aujourd'hui dans l'Oise. L'ornementation de cette façade de style éclectique est confiée en 1892 aux ciseaux des sculpteurs Steiner et Ougnade. Ougnade d'ailleurs qui a lui aussi œuvré à l'époque au Louvre et aux Tuileries, mais pour Napoléon III. Les blasons multiples que vous apercevrez ici ou là, tête de lion, Atlante, sont exécutés à la manière du fameux sculpteur Pierre Puget. Grâce à la récente rénovation par Shangri-La Hotel, nous pouvons admirer cet art et retrouver sur des médaillons les passions du prince Roland, la musique, l'agriculture, la géographie et le dessin. La résidence du palais était divisée à l'époque en 2 parties distinctes. Du côté de l'avenue d'Iéna, le palais était le lieu de vie et de réception du prince et de sa famille, s'organisait à partir d'un vaste rez-de-chaussée, rehaussé de 2 étages et coiffé d'une toiture mansardée, dotée de lucarnes pour mieux capter la lumière. Le vestibule d'entrée dans lequel vous êtes passé, actuel lobby de l'hôtel, est composé d'alcôves et revêtu d'un dallage de 5 variétés de marbre, dont la guillaume des Pyrénées, le vert des Alpes et le fameux marbre blanc de Carrare, évidemment. Du côté de la rue Fresnel, la galerie majestueuse laissait découvrir l'entrée de la fameuse bibliothèque du prince Roland, ses collections, qui sont aujourd'hui, vous le savez pour la plupart, au musée de Malmaison, et son cabinet d'études. Ici, mesdames et messieurs, a également résidé la mère du prince Roland, la princesse Pierre Bonaparte, et sa fille, que vous connaissez sans doute mieux, la princesse Marie Bonaparte, qui était née le 2 juillet 1882, et de sa chambre, la jeune Marie, qui, vous le savez, sera la pionnière de la psychanalyse en France, admira la tour Eiffel, qui venait juste de se construire. Elle avait 7 ans à l'époque. Dans les années 30, après la succession de la famille Bonaparte, une pléiade d'illustres personnalités sont ici en résidence, et c'est en 1944 que le Centre national du commerce extérieur, donc l'État, se porte acquéreur du 10 avenue d'Iéna. En 2006 et 2010, l'ampleur des rénovations ont permis, dès 2009, que ce bâtiment soit inscrit au monument historique du patrimoine français. Les meilleurs artisans de France et d'Europe ont travaillé ici pour donner ce résultat dans lequel vous vous trouvez. Les parties non liées au monument historique également ont bénéficié des plus grands soins et vous les découvrirez lorsque vous aurez la possibilité de le visiter à l'issue de cette cérémonie. Vous le savez, mesdames et messieurs, nous sommes ici réunis pour le lancement officiel du premier prix littéraire Napoléon Ier
de la marque Ville Impériale qui sera décernée après délibération du jury en automne prochain dans la bonne ville impériale de Nice. Je vous en prie. Le président du jury est M. Stéphane Bern. Le président d'honneur, Jean Tullard. Les membres du jury, que j'appelle d'ailleurs à se rapprocher puisqu'on aura les photos ensuite, M. Jacques-Olivier Boudon, professeur à l'Université Paris 4 Sorbonne, M. Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, M. Xavier Mauduit, agrégé d'histoire et journaliste, Mme Béatrice de Rochebouette, journaliste, M. Henri-Jean Servat, que j'ai aperçu qui vient d'arriver, journaliste, M. Frédéric Valtou, enfin, maire de Fontainebleau et président de l'association des villes impériales, ainsi que votre serviteur. Je laisse maintenant la parole à M. le ministre, président du Grand Paris, fondateur et président d'honneur des villes impériales, M. Patrick Ollier. Monsieur le président du jury, cher Stéphane Bern, quel plaisir de se retrouver ici, de vous accueillir au nom de la marque Ville Impériale. Merci à Jean Tullard d'être là, le président d'honneur. Merci à tous les membres du jury, car nous sommes là ce soir pour effectivement le premier prix littéraire des romans historiques. Je vais laisser le président de la marque Ville Impériale, mon ami Frédéric Valtou, entrer dans les détails dans un instant. Je voulais saluer le prince d'Essling, Victor de la Sénat, ici présent, le prince Christophe Murat, et je voudrais saluer toutes les autorités maires qui sont présentes de la marque Ville Impériale. Nous sommes une vingtaine à peu près, 18. Je ne dois pas citer tout le monde, vous m'en excuserez. Ce que je veux dire avant de laisser la parole à Frédéric Valtou, me fait l'immense amitié de chaque fois me faire parler, une sorte de monument historique au ressort, avant les discours officiels. Parce que j'ai créé cette marque Ville Impériale, c'est vrai, c'était en 2011, le 21 octobre 2011, au château de la Malmaison, chez nous à Rueil-Malmaison, mon cher Philippe Cotin. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, lorsqu'on l'a créé, nous n'imaginions pas ce qu'elle était en train de devenir, ce qu'elle allait devenir. Moi j'ai voulu, je vais être bref là-dessus, essayer de créer une dynamique fondée sur l'histoire de France, bien sûr sur l'histoire de l'Empire, du Premier Empire, de l'autre Empire bien sûr, et du Premier Empire. Carbeil est profondément attaché à Napoléon et ses films, même si Fontainebleau l'est un petit peu aussi. Napoléon III a donné la mairie de Rueil à notre ville, donc il y a lorsque nous avons créé cette marque Ville Impériale, nous avons voulu faire en sorte que l'unité de communication, l'unité de dynamique touristique de l'ensemble des villes qui ont en leur sein un patrimoine venant du Premier Empire ou du Second Empire, cette unité regroupée dans une marque Ville Impériale puisse permettre à ce réseau de faire en sorte de négocier avec les tour opérateurs et d'engager des circuits de visite identifiés clairement dans le cadre de ces villes. Cela rendra service à toutes les villes, bien entendu, y compris à certaines villes qui viennent de nous rejoindre, et je pense que j'en suis tout à fait reconnaissant. Et cela, bien sûr, permettra peut-être de un peu mieux réconcilier les Français avec leur histoire. Car un de nos objectifs, c'est de réconcilier les Français avec une partie de leur histoire, celle que nous vivons, nous, dans nos villes aujourd'hui, c'est-à-dire l'histoire de Napoléon Joséphine ou de Napoléon III. Et à partir de ce principe, cette marque est devenue maintenant quelque chose de très sérieux, au point que ça se croit qu'il soit le président. Et je remercie David Chantral, qui est le président de notre comité scientifique. Et il y a, avec le jubilé impérial de Rueil et de Bernard Chevalier, vous allez par là, simplement 130 000 personnes, le jubilé impérial de Rueil. C'est pas grand-chose, mais c'est déjà beaucoup. Avec 4000 personnes costumées, enfin une fête extrêmement importante. Je plaisante, bien sûr, et là aussi, ça a été un grand moment d'histoire, un défilé qui a duré 1h15, avec 5000 personnes qui ont défilé comme le 14 juillet. Alors, bien sûr, Fontainebleau fait mieux. Eh bien, à partir de là, nous avons fait en sorte de faire entrer les villes symboliques, et nous étions il y a quelques semaines à Ajaccio, nous avons accueilli la ville
la naissance de l'empereur et bien sûr nous en sommes très heureux. Voilà ce que je voulais vous dire pour bien vous faire comprendre que cette marque ville impériale est en pleine progression, qu'elle a bien sûr l'intention de se développer avec les énergies de l'ensemble des personnes qui sont ici et avec surtout l'énergie de tous les conseillers municipaux, de tous les bénévoles, de tous les publics qui y croient. Ils croient qu'en portant haut l'histoire de la France, on peut aussi porter haut l'histoire de nos communes, l'histoire de nos villes. Et qu'à partir de là, en s'identifiant à notre histoire, en la partageant, en faisant partager, on peut peut-être, bien sûr, réconcilier les Français avec leur histoire, et faire en sorte que les Français croient en leur histoire. Moi, je suis consterné de voir des jeunes, je pense que c'est pareil chez toi, dans vos communes, chers collègues, qui ont à peine entendu parler de l'empereur, qui bien sûr ne connaissent pas le nom de Joséphine, et qui considèrent que Napoléon Ier, c'est simplement, c'est pas une station de métro, mais presque à Paris. C'est un peu comme ça que les choses se passent. Voilà, cher Stéphane Bern, vous qui faites autant pour notre histoire, vous qui avez engagé au niveau du patrimoine national une action exceptionnelle, que nous encourageons, nous les élus locaux, bien sûr. Vous devez comprendre l'importance de cette marque ville impériale et vous avez tellement compris que vous êtes ici pour présider le jury de ce prix et le jury de ce prix que nous avons lancé fin 2018, juste au moment où j'étais passé à la présidence, mon cher Frédéric. Et c'est une histoire d'amitié entre nous, mais c'est une histoire de foi que nous partageons, que ce soit avec Ajaccio, que ce soit avec Nice, que ce soit avec tous nos amis. Je vois que cette foi, vous la partagez avec nous aussi. Alors ensemble, faisons évoluer la marque ville impériale et ensemble ce soir, faisons en sorte de sacrifier à la remise de ce premier prix du concours du roman historique de Napoléon Ier. Merci à toutes et à tous. Monsieur le maire de Fontainebleau et président des villes impériales, Frédéric Van. Monsieur le ministre, cher Patrick, je suis très heureux une nouvelle fois qu'effectivement nous nous retrouvions avec quelques amis, un peu nombreux, mais quelques amis, pour célébrer ensemble une nouvelle avancée de ce beau réseau des villes impériales. Cher Stéphane Bern, je suis très heureux aussi que je puisse vous accueillir et surtout vous ayez accepté, il y a déjà quelques temps, cette tour de tâche d'incarner et d'animer ce jury pour ce prix littéraire que nous lançons aujourd'hui. Je voudrais aussi saluer Jean Tullard qui se cache juste là, qui bien sûr a lui aussi accepté de parrainer et d'apporter toute la connaissance, la science qui est la sienne de cette époque importante de l'histoire de France. Je voudrais aussi saluer David Champran et lui dire que je suis toujours admiratif. Vous avez remarqué que tout à l'heure, il a, mon conseiller scientifique, cité toutes les hautes personnalités qui étaient ici, sans papier, sans faire d'erreur et en n'oubliant personne. Et donc, je n'ai plus qu'à simplement répéter, chers amis, ce qui me facilitera la tâche. En tous les cas, cher David, merci aussi d'avoir porté cette idée avec Patrick il y a déjà quelques mois et que maintenant nous pouvons incarner et d'avoir proposé tous les éminents membres qui figurent dans le jury. Nous sommes très heureux de vous accueillir ici et je laisserai tout à l'heure la parole à Stéphane Bern qui nous dira un peu la manière dont il voit les choses et comment il conçoit ce prix. Très heureux de vous retrouver ici parce que nous, ensemble, nous marquons une nouvelle étape de ce réseau des villes impériales qui a initié et qui a décrit à l'instant Patrick Olivier. C'est vrai qu'en 2011, il a eu la bonne idée de nous proposer à quelques-uns de déposer une marque, puisque c'est une marque qui a été déposée. Et depuis, nous essayons ensemble de donner de la valeur à cette marque. Elle a une valeur naturelle par l'objet qui est la sienne, mais elle a aussi la valeur que lui donne chacune de ces 19 communes qui apportent beaucoup d'enthousiasme à imaginer, incarner des événements, des expositions et faire vivre quelque part chacun dans nos communes cette marque. Moi nous étions ensemble, Patrick le rappelait, à Ajaccio il y a quelques semaines. J'étais samedi à La Roche-sur-Yon pour accueillir la 19e commune qui nous a rejoint, donc la ville de La Roche-sur-Yon, ville napoléonienne s'il en est, et qui m'a montré la magnifique exposition d'ailleurs qu'ils avaient organisée cette année autour de Napoléon.
Enrichir l'action et le bien fondé de notre association, ce prix concourt parfaitement à l'une des ambitions qui est celle de notre réseau. L'autre ambition est de poursuivre aussi notre engagement à renouer le lien entre la France et finalement ses épopées napoléoniennes, puisque les villes de la marque impériale sont des villes qui ont croisé les épopées napoléoniennes, aussi bien celles de Napoléon Ier que celles de Napoléon III. Et ces épopées que finalement les Français aiment tant et qui participent aussi, on le sait, au patrimoine mondial. Alors pourquoi un prix littéraire? Sans doute parce qu'il n'y a pas de personnage historique qui ait donné lieu à tant qui ait fait l'objet de tant de littérature que Napoléon Ier. Il n'y a pas de personnage historique qui, dans toutes les littératures quasiment du monde, j'exagère sans doute un peu, mais en tous les cas européenne certainement, et du monde, ça ne doit pas être complètement faux, qui n'ait été l'objet d'écrits d'écrivains. Il n'y a pas de personnage historique qui soit sans doute plus connu que de l'ère Napoléon Ier, même parfois loin d'ici. On se souvient de l'étude qu'avait fait à Tout France, l'agence de promotion de la marque de la destination de France, après étude auprès du public chinois qui montrait que le troisième personnage historique connu par les Chinois après Confucius et Mao Tse-tung, je ne sais plus dans quel ordre, mais ça c'est pas important, le troisième personnage historique connu c'était Napoléon Ier, bien avant même d'ailleurs Jésus-Christ, autre personnage historique, sans parler de Barack Obama qui n'est pas encore un personnage historique, qui est un personnage contemporain. Voilà, donc cette notoriété mondiale, cet objet d'écrit mondial aussi, qu'est Napoléon Ier, bien sûr il fallait que nous puissions le célébrer à travers la démarche qui vise à récompenser, à promouvoir, à mettre en avant des œuvres littéraires. Il y a pour les œuvres scientifiques, il y a pour les œuvres universitaires, il y a pour les œuvres d'historiens des prix qui sont remis, et notamment le prix de la Fondation Napoléon, dédié à l'histoire napoléonienne. Mais il y avait du côté de la littérature, eh bien, je veux dire, si ce n'est un manque, en tous les cas, une création à organiser, et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Le rapport entre Napoléon Ier et la littérature, je ne m'aventurerai pas, surtout en présence de Jean Tullard, d'autant de connaisseurs que vous êtes, et de notre président du jury, je ne m'aventurerai pas à le décrire. C'est vrai qu'il avait dit une petite phrase, j'ai pour moi la petite littérature et contre moi la grande, estimant et rappelant comme ça qu'effectivement il avait compris le rôle de la littérature dans la propagande ou la diffusion de la notoriété et de l'épopée qui était la sienne. Il savait qu'il avait en face de lui des gens comme Chateaubriand, Benjamin Constant, qui n'étaient pas toujours du même avis, lui, et qui ont eu des pages aussi difficiles sur lui. Donc il avait eu ce mot qui marquait sa distance à la littérature, mais il n'empêche que après sa mort, il s'est bien rattrapé devenant ce personnage qui sans doute, et je me souviens d'une conférence avec les Jean Tullard à Fontainebleau à l'époque, à l'occasion des cérémonies qui avaient entouré le bicentenaire des adieux, petite cérémonie beaucoup plus modeste que celle de Royal Maison, tu m'en voudras pas, mais à partir du moment où tu es le président d'honneur et moi juste le président, je veille toujours à ce que nos cérémonies soient nettement en fréquentation inférieure à celle de Royal Maison, de manière à ce que la hiérarchie et l'ordre soient respectés, et tu sais à quel point j'y suis sensible. Je ne sais plus ce que je disais. Oui, pardon, Jean Tullard, qui effectivement avait rappelé dans une conférence à quel point Napoléon était même le premier personnage de la littérature policière. Et que quand on regardait la littérature policière dans son ensemble depuis déjà quasiment 2 siècles, elle tournait souvent autour de, si ce n'est du personnage de Napoléon, en tout cas, autour de l'époque et de l'homme qu'il était. Il faut se souvenir de la phrase de Guy Bedos qui disait « Le seul prix qui intéresse un écrivain, c'est le prix du livre ». Néanmoins, on espère que pour ceux qui vont écrire sur Napoléon Ier, ce sera non seulement le prix du livre, mais aussi le prix de l'Élite impériale. En tous les cas, cher président du jury, sachez que dans les travaux qui vont maintenant être les vôtres, et dans la lourde responsabilité qui va maintenant être la vôtre, on a compris que vous aviez d'autres responsabilités, mais je pense que là aussi, les hiérarchies des normes vont prendre un poids tout à fait relatif par rapport à cette nouvelle fonction de président du jury du prix littéraire Napoléon Ier. Voilà, simplement vous dire que vous avez derrière vous ces 19 villes qui sont engagées à faire vivre le patrimoine qui est de leur
parce que les critères de sélection sont par nature, c'est dans l'ordre sélectif. Et donc ces 19 villes qui ont à cœur de partager et de développer le patrimoine qui est le leur, ce patrimoine qui est lié à Napoléon Ier ou Napoléon III, attendent aussi beaucoup d'une démarche comme celle que nous lançons aujourd'hui, parce qu'elle vient donner du relief, elle vient donner de la visibilité, et elle vient montrer l'enthousiasme qu'est le nôtre à servir cette belle marque qui a été maintenant inventée il y a quelques années. Donc je vous souhaite de bons travaux, et je vous souhaite de faire autant aimer le prix littéraire des villes impériales que vous faites aimer auprès des Français, les princesses, les reines, les rois, et maintenant le patrimoine français. Merci beaucoup. Monsieur le Président du jury du prix littéraire Napoléon Ier, Monsieur Stéphane Bern. Eh bien, merci, cher David. Merci, Monsieur le Ministre, cher Patrick, Monsieur le Président, cher Frédéric. Mesdames et Messieurs les élus des 19 villes, notamment qui appartiennent au réseau des villes impériales, je devrais dire chers amis, puisque vous avez cité, cher David, l'ensemble des membres. Je vais citer quand même Jean Dulard, qui est mon ami, mais maître, voilà, il est président d'honneur de ce jury. Avant toute chose, j'aimerais vous remercier tous de votre présence, si nombreux, dans cette ancienne demeure du prince Roland Bonaparte, pour le lancement du prix littéraire Napoléon Ier du roman historique. Je veux aussi remercier vous tous et les villes impériales de l'honneur que vous me faites en me choisissant comme président du jury de ce prix. Et j'aimerais saluer donc non seulement Jean Dulard, mais tous les membres de ce jury. Je connais un peu, Henri Janser, avec qui j'ai suivi à la télévision il y a déjà 30 ans, Jacques-Olivier Boudon, historien, Thierry Lenz, qui passe à côté de Thierry Lenz, on ne peut pas, Xavier Mauduit, agrégé d'histoire des émissions, ces textes, David évidemment, j'ai appris à connaître, et puis vous, cher Frédéric Valtou, président de l'association des villes impériales, et surtout maire de Fontainebleau, qui est un peu ma cour de récréation, parce que j'y tourne régulièrement des émissions de secrets d'histoire. Ce nouveau prix littéraire Napoléon Ier récompensera un roman historique qui aura pour thème ou décor le Premier Empire et la vie à l'époque de l'empereur. Nous devons la création de ce prix qui sera décerné donc en octobre prochain à cette marque prestigieuse, ville impériale, réseau constitué de 19 villes possédant un patrimoine historique de premier ordre, lié au Premier ou au Second Empire, et animé par la volonté commune de valoriser ce patrimoine. Et je rappelle que ça a été fondé en 2011 par Patrick Ollier et la ville de Rueil-Malmaison, une ville aussi où j'ai l'habitude de me rendre, ne serait-ce qu'à la grande, la petite, enfin à la Malmaison ou à Bois-Prévôt. Georges Duhamel disait « Le roman est l'histoire du présent, alors que l'histoire est le roman du passé. On sait depuis Alexandre Dumas que rien ne vaut un bon roman historique pour donner aux jeunes générations le goût de l'histoire et transmettre la connaissance grâce au souffle de l'épopée et du romanesque. Figure historique décisive et personnage fascinant, Napoléon Ier a inspiré de nombreux écrivains, puisque depuis sa mort, et c'est pas Jean Dulard qui dira le contraire, il paraît qu'il s'écrit et se publie un livre par an dans le monde. C'est énorme. Mais au-delà des biographies et des études historiques savantes que récompense déjà la Fondation Napoléon, combien d'œuvres de fiction n'ont-elles pas mis en scène l'empereur et les conquêtes napoléoniennes? Assurément, l'épopée du Premier Empire est un ferment de l'histoire romanesque dont s'est emparée la peinture, la musique, le cinéma évidemment et la littérature. De Chateaubriand à Malraux, en passant par Victor Hugo, d'Alexandre Dumas à Patrick Rambaud, de Balzac à Jean-Paul Kaufmann, sans oublier évidemment Stendhal, ses romans fondateurs, Le Rouge et le Noir notamment. Napoléon et l'Empire sont une source intarissable d'inspiration pour les écrivains, ceux qui le vénèrent comme ceux qui le détestent. Loin de se limiter à la littérature française, c'est vrai que l'impact de ce personnage a rayonné au-delà de nos frontières, avec dans la littérature russe, Dostoïevski, Pouchkine, anglaise également, allemande, polonaise. C'est une évidence. Vraiment, Napoléon est un personnage de roman. L'objet de ce prix Napoléon Ier du roman historique est justement de transmettre cette passion de l'histoire et l'intérêt pour l'action de Napoléon Bonaparte qui a durablement marqué notre pays, qui en garde encore son empreinte dans maints domaines de la société. Je veux aussi, en cette année du bicentenaire de la naissance de Napoléon, saluer l'action de votre réseau riche de 19 villes impériales qui œuvrent au quotidien au rayonnement du patrimoine lié au Premier et au Second Empire
montrant l'attachement de ces villes à leur histoire. Je citerai, vous l'avez dit, cher Patrick, le jubilé impérial de Rueil-Malmaison, les faits des reconstitutions historiques. D'ailleurs, nous avons tous tombé la cravate, mais je pense à ces messieurs qui ont gardé l'uniforme qui va si bien en ces périodes de canicule. Donc les fêtes de reconstitution historique, Autun, Ajaccio, ville où nous avons choisi, vous le savez, avec la mission qui porte mon nom, de soutenir la bibliothèque Fesch pour 2019, qui apparaîtra sur les tickets de grattage du loto du patrimoine année 2. Les colloques de conférences à Fontainebleau, ou Saint-Germain-en-Laye, les impériales de Nice, lancées en 2017. Puis comment oublierais-je Brienne-le-Château et son collège militaire où Napoléon Bonaparte a fait ses études, même si, je dois avouer, je vous fais une confidence, les visiteurs de mon collège royal et militaire de Thiron-Gardet dans le Perche sont toujours surpris quand ils voient que j'ai mis dans le musée le certificat d'entrée de Napoléon Bonaparte à Thiron-Gardet. Ils pensent vraiment qu'il a été à Brienne. Mais on ne sait pas à quel moment ça a dérapé. J'ai ma thèse là-dessus, je vous l'expliquerai peut-être un jour. En tout cas, j'ai l'acte d'admission à Thiron, mais il a fini à Brienne-le-Château, et brillamment, évidemment. Et puis j'ajouterai, pour faire bonne mesure, que le hasard a voulu que je tourne ces derniers jours la finale de l'émission Le village préféré des Français 2019, qui sera diffusée demain soir sur France 3, et j'ai tourné cette émission à Cassel, dans le Nord. Cassel, où toute une délégation, le Cercle impérial de Flandre, est venu m'accueillir en grand uniforme, en me demandant de renouveler mon soutien au Château Vandamme, la Frégate, c'est son nom, et qui est en piteux état, et j'essaye de les aider dans la mesure du possible pour essayer de sauvegarder ce patrimoine. Et le maire de Cassel m'a dit qu'il espérait un jour rejoindre la communauté, ce réseau prestigieux des villes impériales. Donc voilà, si c'est pas limité, s'il y a encore un peu de place, on attend de restaurer le château Vandamme et ensuite accueillir Cassel. C'est très joli, il y a 24 estaminets, je vais recommander. C'est dire si dans la défense de l'histoire et du patrimoine, votre réseau ville impériale est un formidable outil de valorisation touristique pour toutes ces villes qui sont investies pour faire vivre cet héritage napoléonien. Et c'est d'autant plus important que vous avez raison de le dire, Patrick. Quand les langues se taisent parce qu'on n'apprend plus, les pierres parlent encore. Et donc c'est important de faire parler ces pierres, de les faire vivre, de les habiter, de les visiter, de leur donner encore bien l'importance pour que les élèves puissent être subjugués par la beauté, puissent apprendre l'histoire. Voilà, je souhaite donc longue vie à ce prix Napoléon Ier du roman historique, en me réjouissant avec vous toutes et tous de toutes les bonnes initiatives qui contribueront dans notre pays à faire aimer l'histoire sous toutes ses formes et à mieux faire connaître cette époque napoléonienne qui a été déterminante dans notre aventure commune nationale. J'ai aussi un autre rôle qui est de donner maintenant la liste, je crois, la liste des ouvrages qui ont été sélectionnés pour ce premier prix. Sylvie Hiver, Une année folle, chez l'éditrice Héloïse d'Ormesson. Éric Tessier, Napoléon est revenu, chez l'Aide. Inès de Pierre-Tanguy, Intime confidence, chez Talendier. Alexandra Rossi, Le sous-marin de Bonaparte, aux éditions Nouveaux Auteurs. Franck Garde, Les aigles de l'Empire, qu'à l'honneur m'oblige, chez Arfortas. Jean-Luc Laïc, La pose des aigles, chez Livre, et Jacques Sudre, L'or de Malte, chez Armatan. Voilà les 7 livres qui ont été sélectionnés, les 7 auteurs. Donc rendez-vous maintenant au mois d'octobre prochain pour la réunion du jury et déterminer qui remportera ce premier prix Napoléon Ier du roman historique. Je passe directement la langue, c'est David qui va. Merci beaucoup. Monsieur le président d'honneur du jury du prix littéraire Napoléon Ier, monsieur Jean Tullard. Oui, mesdames, messieurs, Napoléon est le plus beau sujet de roman. Il l'a dit lui-même, quel roman que ma vie. Et les écrivains ne s'y sont pas trompés, on en a énuméré. Il y a évidemment Vigny, servitude des grandeurs militaires, il y a Balzac, Une ténébreuse affaire, le colonel Chabert,
il y a Alexandre Dumas, il y a Stendhal, il y a Hugo avec Les Misérables, et il y a évidemment Tolstoï avec Guerre et Paix. Mais ce qu'il y a de remarquable dans le génie de Napoléon, c'est qu'il peut inspirer tous les genres de romans, et vous avez pu le constater déjà à travers cette liste qui nous a été soumise. En effet, Napoléon, ça peut être le roman sentimental. Le roman sentimental, évidemment, il y a Joséphine, l'initiatrice, il y a Pauline, la belle et sensuelle sœur, il y a Marie Valeska, la douce maîtresse, et puis il y a Marie-Louise, l'épouse infidèle. Bref, le champ est ouvert, et on ne citera que Marianne, une étoile pour Napoléon de Juliette Vinzeny, pour vous montrer que la littérature populaire n'est jamais absente autour de Napoléon. Il y a évidemment les romans guerriers. On pourrait en citer toute une série, dont notamment, rappelons-le, Patrick Rambaud, La Bataille. Patrick Rambaud, La Bataille, qui eut à la fois le prix Goncourt et le prix du roman de l'Académie française. Il a dit un grand merci à Napoléon. Il y a effectivement également le roman de science-fiction. C'est la petite fille, plus exactement du bossu, Marie, dans un roman de Paul Féval, fils, qui, pour faire évader Napoléon de Sainte-Hélène, utilise un sous-marin, le sous-marin, bien entendu, de Felton. Et puis, vous l'avez dit, M. le maire, il y a le roman policier. Le roman policier qui est peut-être le genre majeur de tous les romans que j'ai cités, parce qu'il y a une chose extrêmement frappante. C'est que Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, détestait au fond ces romans de Sherlock Holmes, qu'il trouvait perdu dans les plumes anglaises. Celui qu'il admirait, c'était Napoléon. Et il voulait imposer la série de romans qui ont été réédités il n'y a pas longtemps, avec une préface de moi dans la collection bouquins. Il voulait rééditer les aventures du brigadier Gérard. Et précisément pour pouvoir imposer le brigadier Gérard, Conan Doyle a commis un crime. Il a assassiné en quelque sorte Sherlock Holmes en le faisant précipiter dans un ravin avec Moriarty, son ennemi juré. Il ne réussira pas tout à fait à imposer le brigadier Gérard et il sera forcé de ressusciter Sherlock Holmes, néanmoins l'intention y est. Et pourquoi le roman policier est-il le genre souverain pour l'époque napoléonienne? C'est que c'est quand même l'époque du ministre de la police, Fouché. C'est l'époque de Vidocq, le Pagnard, qui devient policier. Et c'est l'espion Schulmeister, qui est le James Bond déjà de l'époque napoléonienne. Et vous apercevrez que certains chroniqueurs fameux de journaux politiques, M. Laurent Geoffrin, a écrit 2 romans policiers où il lance un policier, un détective qu'il a inventé à la poursuite des auteurs de La Machine infernale, et puis aussi ensuite à la poursuite des auteurs de la grande conspiration de l'an 12. On pourrait continuer ainsi les libérations. Il y a les romans humoristiques. Rappelez-vous La Bande à Bonap. La Bande à Bonap avec Léo Bonap, spécialisé dans le trafic des poissons, et il y a une belle maîtresse, Marie-Jo, la créole, etc., etc. Ainsi, mesdames, messieurs, vous le constatez, le genre est ouvert absolument à toutes les tribus, à tous les auteurs, et donc déjà la sélection est imposante, mais continuons, et je vous dis, comme aurait dit Napoléon s'il était là, à vos plumes. Rassurez-vous, mesdames et messieurs, après Jean Dulard, on sera très court, évidemment. Il nous reste à présenter tout de même ces 7 ouvrages que notre président nous a dévoilés avec Xavier Bauduit et Béatrice de Rochouette. Nous allons donc dévoiler ces 7 livres, en commençant par La Pause des Aigles de Jean-Luc Bailly et des livres éditions. Ça va, pas trop chaud, bonsoir à tous. La Pause des Aigles, oui, Jean-Luc Bailly et des livres. Alors, c'est une histoire vraie. L'histoire vraie de François Mathieu, un jeune qui ment sur son âge, non pas par coquetterie, mais parce qu'il veut s'engager dans la cavalerie lourde pour faire la campagne de Russie. La Russie, l'air frais, les températures inférieures à ici.
Il constate surtout qu'autour de lui, il y a énormément de morts et il s'engage dans le ravitaillement. Il veut bouleverser le ravitaillement. Il a une idée sensationnelle, utiliser des bateaux, fabriquer des bateaux géniaux pour remonter les fleuves. Et là, s'il se trouve face à une concurrence incroyable, celle du chemin de fer. Voici l'histoire de François Mathieu. Alors, l'auteur, Jean-Luc Bailly, a été médecin généraliste, ce qui est toujours bien. Il a fondé une entreprise de conseil, ce qui est bien aussi, l'entreprise de conseil. Je vois qu'il est grand marcheur. Pour quelqu'un qui s'intéresse à la campagne de Russie, c'est une très bonne chose. Et donc, il nous propose La Pose des Aigles. C'est Jean-Luc Bailly, un des romans que nous avons lu. Ensuite, Les Aigles de l'Empire, car l'honneur oblige, tome 1, par Franck Garde, chez Anfortas Éditions. Quel est le destin des hommes quand il ne leur reste plus que l'honneur? Ce soir du 5 septembre 1792, au château de Révory, il doit être question des fiançailles entre Marc Aurèle d'Enac et la belle Aurore Bouchard, fille du député de la toute nouvelle Convention. Au lieu de cela, les soldats de la garde nationale viennent arrêter le comte et sa famille. Les rouages d'une effroyable tragédie s'enclenchent alors. Dans la fureur d'un monde qui s'écroule, un ennemi sans visage œuvre à la perte du jeune Marc Aurèle. Entre les vies fauchées et les amitiés décentes, celui-ci devra trahir sa nature profonde pour honorer un serment de vengeance. Les proies se transforment peu à peu en chasseurs, leur piste les portera bientôt sur les chemins de l'histoire. L'auteur, Franck Garde, né à Saint-Étienne, est très attaché, on l'imagine au département de la Haute-Loire, est un passionné de l'épopée napoléonienne, car l'honneur oblige est le premier tome de son grand opus, Les Aigles de l'Empire. Juste un petit mot pour dire que je suis en napoléonienne conquise, pour avoir suivi sur les champs de bataille, à Rueil-Malmaison et aussi dans les ventes aux enchères. Je suis très heureuse de faire partie de ce jury. Donc là, je présente un livre de Inès de Kertanguy aux éditions Talendier, qui a l'air d'être un livre intime, un peu au coin du feu, donc ça va être pendant l'été, mais on va quand même, puisque ça commence par un soir d'hiver 1825, le jeune et fougueux Balzac fait la connaissance de Laure, duchesse d'Abrantès, veuve de Junot, l'intrépide général de Napoléon. Celui qui n'est encore qu'un écrivassier sans particules tombe évidemment sous le charme de cette femme d'âge mûr, si pleine d'esprit, sans compter qu'elle a intimement connu et tenu tête à Napoléon Bonaparte, cet homme qui évidemment la fascine. Ce qui l'a entrepris par l'épée, dit-elle, je l'accomplirai par la plume, se jure l'écrivain. Accepterait-elle de lui faire part de ses souvenirs du grand homme? Pendant 2 ans, au fil de leur conversation, va se tisser une relation faite d'intimes confidences et d'attirance mutuelle. À travers 1000 histoires, elle va évoquer l'empereur et son caractère tempétueux, mais aussi son mariage fusionnel avec Junot, son aventure avec Metternich. Tandis que Balzac leur raconte comment sa passion de la littérature l'a littéralement sauvée du désespoir. La duchesse succombe petit à petit à son charme. Et Inès a écrit plusieurs romans, de la reine-mère d'Angleterre à Madame Vigée-Lebrun. Voilà. Alors, l'ouvrage suivant, Le sous-marin de Bonaparte, un sous-marin d'Alexandra Rossi, édition Nouveaux auteurs 1800. Le premier consul rêve de l'Angleterre, que lui manque-t-il? Mais pourquoi pas un sous-marin formidable? Un inventeur américain, Robert Fulton, lui propose de fabriquer cette machine. Le premier consul n'y croit guère, il s'intéresse plutôt à celle de Maximin d'Hérery, qui a fait l'expédition d'Égypte, et donc commence une aventure incroyable du Caire à Paris, de Washington à Tripoli, avec des rencontres avec les barbaresques, quelque chose d'énorme, et une perspicace arrivée. Donc il y aura peut-être ce petit côté angélique, Marquise des Anges, qui manque parfois à l'Empire. Alexandra Rossi donc travaille comme ingénieur pour plein de brevets. Son ouvrage, je vois, comprend une préface signée de Jean Tullard. Ne nous laissons pas tenter. Mais voilà, l'ouvrage d'Alexandra Rossi, Le sous-marin de Bonaparte. Rassurez-vous, il n'en reste plus que 3. Et après, je sais qu'évidemment, le buffet sera ouvert. L'or de Malte, vous allez voir, l'or de Malte de Jacques Sudre, Gérard Martin. Nous sommes en mars 1807. Napoléon, alors évidemment, n'est pas dans ses chaleurs actuelles. Il se bat en Pologne. Et le colonel de Salange, qui est aide de camp de l'empereur, doit enquêter dans le monde de la finance. Vous voyez, les choses sont différentes. Qui a assassiné Perregaux, le gouverneur de la Banque de France, et aussi tué le baron L'Estoile, le plus riche banquier de Genève? Qui? Les Anglais, les Russes ou du pape mettra la main sur l'or de Malte
l'immense trésor des chevaliers, si longtemps recherché et qui dominera ainsi l'Europe. Jacques Sudre est historien de formation, passionné d'histoire napoléonienne. Il a puisé dans la tradition anglaise du roman historique en alliant la rigueur de la recherche à la densité de l'intrigue. Et il cherche à montrer dans ce livre comment les idées et les événements qui ont agité cette période trouvent encore un écho dans notre siècle. Lord de Malte, son second roman, est la suite des aventures du colonel de Salanches après Le Matin d'Elo. Alors, on fait pas. Ah oui, c'est moi, Napoléon est revenu. Napoléon est revenu d'Éric Tessier, même édition. 2015, il n'y a pas si longtemps, un homme débarque, se dit être Napoléon. Napoléon de retour, il s'en va voir un historien, André Bossier, et il veut reprendre le pouvoir pour changer les choses. Mais mon Dieu, une lecture formidable pour nos politiques. Nous sommes juste après le retour de l'île d'Elbe. La préface est signée Thierry Lenz, et là non plus, nous n'allons pas nous laisser tenter. Thierry Lenz aussi, Thierry Tessier, diplômé en sciences politiques, agrégé d'histoire, docteur en histoire, présente donc Napoléon est revenu à l'édition. C'est le dernier roman, Une année folle par Sylvie Hiver, aux éditions Héloïse d'Ormesson. Donc c'est la dernière période de Napoléon. Fraîchement débarqué de l'île d'Elbe, Napoléon déloge Louis XVIII pour remonter sur le trône. Mais après Waterloo, le voilà à son tour buté hors des Tuileries. Le roi et l'empereur se disputent un fauteuil pour deux. Chacun jurant incarner la liberté, la paix et la légitimité. Pendant les 100 jours, deux fidèles de l'Aigle sont dans la tourmente. Deux héros oubliés, liés par un sens de l'honneur et noyautés hors du commun, qu'ils vont payer très cher. Au bal du pouvoir, la valse des courtisans bat la mesure face à un peuple médusé. Sylvie Hiver a été chargée de mission au Quai d'Orsay et au ministère de l'Intérieur. Et en 2008, elle a publié un recueil de critiques littéraires, Ceci n'est pas de la littérature. Et son premier roman, Mousseline la Sérieuse, a déjà été publié aux mêmes éditions en 2016. Voilà, c'est terminé. Ça y est, la fin du discours, vraiment le contenu, mais je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée et surtout, vive le prix Napoléon Ier. Merci. Les membres du jury sont appelés à faire une photo traditionnelle avec nos